Don Quichotte, livre 1, chapitre 15. C'est que le Don Quichotte entremêle le récit linéaire des aventures de notre chevalier avec des digressions qui sont autant de romans imbriqués, des romans imbriqués dans les romans imbriqués. Là, c'était le premier. Je laisse ces chapitres pour l'instant. Ça n'empêchera pas de compléter la fresque plus tard. L'avantage de l'Internet. On passe directement au chapitre 15, reprise de la route après la pause chez les chevriers, où l'on raconte la fâcheuse aventure, toujours ce si beau mot, si grand mot, aventure, qui est déjà chez Rabelais aussi, qu'eut Don Quichotte rencontrant certains scélérats de muletiers yangois, si ça promet pas. Et puis en ce moment je lis aussi, je voudrais quand même le dire, ce livre de Pietro Citati, vous savez qu'il a aussi écrit un magnifique livre sur Franz Kafka. Il n'y a pas de hasard, je trouve que c'est un des livres les plus intelligents sur le Quichotte que j'ai jamais lu. Je me régale. Où l'on raconte la fâcheuse aventure qu'eut Don Quichotte rencontrant certains scélérats de muletiers yangois. Le sage Cid Hamet Ben Angeli raconte que comme Don Quichotte prit congé de ses hôtes et de tous ceux qui se trouvèrent à l'enterrement du pasteur Chrysostome, lui et son écuyer entrèrent dans le même bois où ils avaient vu entrer la bergère Marcelle. Et ayant cheminé plus de 2 heures par celui, la cherchant de toutes parts sans la pouvoir trouver, enfin, ils arrivèrent à un pré, tout plein d'herbes fraîches, près duquel courait un ruisseau si paisible et si frais qu'ils se sentirent invités à passer là les heures de la sieste qui déjà commençaient furieusement à se faire sentir. Ils mirent pied à tête et laissant l'âne et Rocinante paître tout à leur aise et en liberté l'herbe qui poussait là en abondance, donnèrent l'assaut à la besace et sans cérémonie aucune, le maître et le valet mangèrent en bonne paix et de compagnie ce qu'ils trouvèrent dedans. Sancho ne s'était point inquiété de mettre des entraves à Rocinante, s'assurant sur ce qu'il le connaissait si doux et si peu concupiscent que toutes les cavales des prairies de Cordoue ne l'eussent pas induit en péché. Or, la fortune voulut, et le diable, qui ne dort pas toujours, qu'il y eut, paissant par cette vallée, une troupe de petites cavales galiciennes qui appartenaient à certains muletiers yangois. Leur coutume est de faire la sieste avec leurs bêtes et de les faire paître par les lieux où il y a de l'herbe et de l'eau. Et celui où se vint à arrêter Don Quichotte était fort à propos pour ces yangois. Il advint donc qu'il prit envie à Rocinante de se ragaillardir un peu avec mesdames les cavales, et comme il les eut flairées, sortant de son pas naturel et ordinaire sans demander congé à son maître, il prit un petit trot assez leste et s'en alla leur communiquer sa nécessité. Mais elles qui, en apparence, avaient plus envie de repaître que d'en tâter, le reçurent avec les fers et les dents, de telle sorte qu'en peu d'espace de temps, elles lui rompirent les sangles et vous le mirent tout nu et sans selle. Mais ce qu'il devait encore bien mieux sentir, ce fut que les muletiers, voyant la force que l'on faisait à leur cavale, y accourirent avec des pieux et lui en donnèrent tant de coups qu'ils le jetèrent par terre en mauvais état. Sur ces entrefaites, Don Quichotte et Sancho, qui avaient vu comme l'on bâtonnait Rocinante, accouraient, haletants. Alors Don Quichotte dit à Sancho, « À ce que je vois, ami Sancho, ces gens ne sont pas chevaliers, mais de la basse canaille. Ceci dit parce que tu me peux bien aider à prendre la vengeance requise du tort qui t'est fait en notre présence à Rocinante. » « Quel diantre de vengeance prendrons-nous, répondit Sancho, si ceux-là sont plus de 20, et que nous ne sommes que nous 2, et peut-être encore ne sommes-nous qu'1 et demi. J'en vaux 100,
répliqua Don Quichotte, et sans faire plus de discours, mit la main à son épée et se rua sur les Yanguas. Sancho Panza en fit de même, ému et incité par l'exemple de son maître. Et d'entrée, Don Quichotte donna un tel coup de taille à l'un d'eux qu'il lui fendit une seille de cuir dont il était vêtu avec une grande partie de l'épaule. Les Yanguas, qui se virent ainsi maltraités par ces deux hommes seuls, eux étant en si grand nombre, eurent recours à leurs gros bâtons, et les environnant, tous deux, commencèrent à les charger, drus et menus, et de bonne façon. Bien est vrai qu'à la seconde touche, ils renversèrent le pauvre Sancho par terre, puis en firent autant à Don Quichotte, sans que son adresse et son courage ne lui servirent de rien. Et le hasard voulut qu'il vint à tomber aux pieds de Rocinante, qui ne s'était point encore relevé, par où l'on reconnaît de quelle furie travaillent des pieux entre des mains rustiques et irritées. Puis les Yanguas, voyant la mauvaise besogne qu'ils avaient faite, le plus hâtivement qu'ils purent, rechargèrent leurs bêtes et poursuivirent leur chemin, laissant les deux aventuriers en mauvais équipage et encore plus malcontents. Le premier qui reprit ses sens fut Sancho Panza, lequel, se trouvant auprès de son seigneur, d'une voix débile et pitoyable, lui dit « Seigneur Don Quichotte, ô Seigneur Don Quichotte !»« Que veux-tu, Sancho, mon frère ?» répondit Don Quichotte d'un même ton efféminé et dolent. « Je voudrais, s'il était possible, poursuivit Sancho Panza, que votre grâce me donnât 2 traits de ce breuvage de fer de bras, s'il est que vous en ayez là présentement, car peut-être sera-t-il bon pour le brisement des os, comme il l'est pour les blessures. » « Ah, si j'en avais ici, pauvre misérable que je suis, que nous faudrait-il autre chose ?» répondit Don Quichotte. « Mais je te jure, Sancho Panza, foi de chevalier errant, que devant que 2 jours se passent, si la fortune n'en dispose autrement, j'en aurai en mon pouvoir, ou bien les mains me faudront. Mais en combien de jours vous semble-t-il que nous pourrons mouvoir les pieds ?» répliqua Sancho Panza. « Quant à moi, je peux dire, dit le moulu chevalier Don Quichotte, que je ne saurais mettre un terme préfixe à ces jours-là. Mais je suis cause de tout, car je ne devais pas mettre la main à l'épée contre des hommes qui ne sont point chevaliers comme moi, et crois aussi que pour punition d'avoir transgressé les lois de la chevalerie, le dieu des batailles a permis que je reçusse ce châtiment. Par quoi, mon ami Sancho, il faut que tu prennes garde à ce que je te veux dire présentement, parce que c'est chose qui importe beaucoup au salut de tous deux. Lorsque tu verras qu'une semblable canaille nous fera quelque tort, n'attends pas que je mette la main à l'épée pour eux, car je ne le ferai en façon quelconque. Mais toi, mets l'épée au poing et me les châtie à ton aise, que s'il survient quelque chevalier pour les secourir, je saurai fort bien défendre et les repousser de toute ma puissance, car tu as déjà reconnu à 1000 mon redoutable bras. » Tant était devenu arrogant ce pauvre chevalier pour avoir vaincu le vaillant Biscayen. Mais Sancho Panza ne trouva pas l'avis de son maître si bon qu'il laissa de lui répondre, disant « Monsieur, je suis homme pacifique, doux et ami du repos. Et si sais-je bien dissimuler les injures que l'on me fait, vu que j'ai femme et enfants à nourrir et élever. Soit donc ainsi avis à votre grâce, puisque ce ne peut être commandement, que je ne mettrai en façon quelconque la main à l'épée, ni contre vilain, ni contre chevalier, et que je proteste ici, devant Dieu, que je pardonne toutes les injures que l'on m'a faites et que l'on me fera, soit que me les ait faites ou fasse ou doivent faire personne, grande ou petite, riche ou pauvre, noble ou roturière, sans en excepter aucun de quelque état ou condition qu'il soit. » À quoi son maître lui répondit « Je voudrais avoir assez de souffle pour te parler un peu tranquillement, et que la douleur qui me tient en cette côte s'apaisât autant de temps qu'il en faudrait pour te donner à entendre, ami Panza,
l'erreur en laquelle tu es? Viens ça, misérable! Si le vent de la fortune, lequel, jusqu'à présent, nous a été si contraire, se vient à changer en notre faveur, nous remplissant les voiles du désir, afin que sûrement et sans aucune contrariété, nous puissions prendre port en quelqu'une de ces îles que je t'ai promises. Que serait-ce de toi, si, venant à la conquêter, je t'en faisais seigneur? Eh bien, tu ruinerais toute l'affaire, n'étant pas chevalier, ni ne le voulant être, et n'ayant aucun courage ni intention de venger tes injures et défendre ta souveraineté. Car il faut que tu saches qu'aux royaumes et terres nouvellement conquises, jamais les cœurs de leur naturel ne sont si paisibles ni tant affectionnés au parti du nouveau seigneur qu'il ne faille craindre qu'il puisse faire quelque nouveauté pour altérer et troubler derechef les affaires et retourner, comme l'on dit, à tenter la fortune. Et par ainsi, il est nécessaire que le nouveau possesseur ait de l'entendement pour se savoir gouverner et de la valeur pour attaquer ou se défendre en tout événement. En celui-ci qui vient de nous arriver, répliqua Sancho, je voudrais bien avoir eu cet entendement et ce courage que vous dites, mais je vous jure, foi de pauvre homme, que je suis mieux disposé pour recevoir des emplâtres que pour m'amuser à des discours. Regardez si vous pourrez lever. Et nous aiderons Rocinante, encore qu'il ne le mérite pas, car il a été la cause principale de toute cette batterie. Je n'eusse jamais cru cela de Rocinante, car je le tenais pour une personne chaste et aussi pacifique que moi. Enfin, l'on dit bien vrai qu'il faut un long temps pour connaître bien les personnes et qu'il n'y a rien d'assuré en cette vie. Qui eût dit qu'après ces grands coups d'épée, comme vous en donnâtes aux pauvres chevaliers errants, il nous dut venir ensuite et en poste cette si grande tempête de bastonnade qui s'est déchargée sur nos épaules. Pour les tiennes, Sancho, répliqua Don Quichotte, elles doivent être faites à de semblables averses, mais les miennes, qui ont été élevées entre toiles de Linon et de Hollande, il est tout certain qu'elles sentiront bien plus vivement la douleur de cette disgrâce. Et si ce n'était pour ce que je m'imagine, mais que dis-je, imagine, que je sais pour certain que toutes ces incommodités sont inhérentes à l'exercice des armes, je me laisserais ici mourir de pure fâcherie. À quoi repartit l'écuyer? Monsieur, puisque ces disgrâces sont du propre cru de la chevalerie, dites-moi si elles arrivent bien souvent, ou si elles ont leur temps limité auquel elles arrivent, parce qu'il semble qu'en 2 récoltes, nous ne vaudrions plus rien pour la 3e, si Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne nous donne secours. Sache, ami Sancho, répondit Don Quichotte, que la vie des chevaliers errants est sujette à 1000 hasards et mésaventures, et aussi, ni plus ni moins, elle est en puissance prochaine de faire devenir les 10 chevaliers errants rois et empereurs, comme l'expérience l'a démontré en plusieurs et divers d'entre eux, des histoires desquelles j'ai une entière connaissance. Et je pourrais te raconter à cette heure, si la douleur me le permettait, de quelques-uns qui par la seule force et valeur de leurs bras sont montés et parvenus à ces hauts degrés que je t'ai racontés. Et ceux-là même se sont vus, devant et après, en diverses calamités et misères, car le valeureux Amadis de Gaule se vit au pouvoir de son mortel ennemi Archelaüs, l'enchanteur, duquel on tient pour vérifier que le tenant prisonnier et l'ayant lié à un pilier de la cour de sa maison, et lui donna plus de 200 coups d'étrivière avec les rênes de son cheval. Et aussi, il y a un auteur secret et digne de foi qui raconte qu'ayant attrapé le chevalier du Phébus en une certaine trappe qui s'enfonça dessous ses pieds en un certain château, au tomber, il se trouva en une profonde fosse sous la terre, lié par les pieds et par les mains, là où on lui bailla une de ces médecines qu'on appelle eau de neige et de sable, de laquelle il arriva tout près du dernier moment.
Et s'il n'eût été secouru en cette affliction par un magicien, son grand ami, le pauvre chevalier eût été fort mal accommodé. Or donc je veux bien passer entre un si bon nombre de gens de bien, puisque les affronts qu'ils ont reçus sont plus grands que non pas ceux qu'à présent nous recevons. Je veux que tu saches, Sancho, que les coups et blessures que l'on reçoit avec des instruments et outils qui d'aventure se trouvent sous la main ne causent point d'affront. Cela même est écrit en la loi du duel et en paroles expresses que si un cordonnier frappe quelqu'un avec une forme qu'il tient en sa main, encore que véritablement elle soit de bois, on ne dira pas pourtant que celui qui en a été frappé ait reçu des bastonnades. Je dis ceci afin que tu ne penses pas qu'encore que nous ayons été bien frottés en cette mêlée, nous n'avons point pourtant reçu d'affront, parce que les armes que ces hommes-là portaient, dont ils nous ont assommés, n'étaient autre chose que leurs pieux, et pas un d'eux, à ce qu'il m'en souvient, n'avait aucun estoc, épée, ni poignard. Ils ne me donnèrent pas le loisir d'y prendre garde de si près, répondit Sancho. D'autant qu'à peine eus-je mis la main à ma durandale qu'ils me baptisèrent les épaules avec leurs pieux, de manière qu'ils m'éblouirent la vue et m'ôtèrent la force des pieds en me renversant où me voici couché. Et là où je ne me donne pas tant de peine de penser si ce fut un affront ou non, comme m'en fait la douleur des coups qui demeureront aussi longtemps empreints en ma mémoire qu'en mes épaules. « Va, je te fais savoir, frère Panza, répliqua Don Quichotte, qu'il n'y a mémoire à quoi le temps ne mette fin ni douleur, que la mort ne fasse parler. »« Et quel plus grand malheur y peut-il y avoir, répliqua Panza, que celui qui attend que le temps le consomme et que la mort y mette fin. Si notre disgrâce était de celles qui se guérissent avec une couple d'emplâtre, il n'y aurait pas tant de mal. » Mais je vois que tous les emplâtres d'un hôpital ne seraient pas suffisants pour seulement nous remettre tant soit peu en bon état. Laisse cela, Sancho, prends courage, fais de nécessité vertu, repartit Don Quichotte, car j'en ferai ainsi, et voyons comment se porte Rocinante. À ce qu'il m'en semble, le pauvre n'a pas eu la moins bonne part de cette disgrâce. Il ne s'en faut pas ébahir, répliqua Sancho, vu qu'il est aussi chevalier errant. Mais de quoi je m'étonne, c'est que mon âne ait été exempt et franc de ces coups-là, où nous autres, nous en sommes sortis sans côte. La fortune laisse toujours une porte ouverte au malheur afin d'y apporter remède, dit Don Quichotte. Je le dis parce que cette petite bête pourra suppléer à cette heure au défaut de Rocinante, en me portant d'ici à quelque château où je puisse être pansé de mes plaies. Au reste, je n'estimerai pas à déshonneur une telle monture, parce qu'il me souvient d'avoir lu que ce bon vieillard Silène, gouverneur et pédagogue du joyeux dieu des ris, lorsqu'il fit son entrée en la cité aux 100 portes, était monté fort à son aise sur un très bel âne. Sans doute devait-il être monté comme vous dites, répondit Sancho. Mais il y a grande différence entre être assis à cheval et être couché en travers de la monture comme un sac à ordures. À quoi repartit Don Quichotte? Les blessures que l'on reçoit aux batailles donnent plutôt de l'honneur que d'en ôter. Ainsi donc, Panza, mon ami, ne me réplique pas davantage, mais comme je te l'ai dit, lève-toi du mieux que tu pourras et mets-moi de la sorte qui te sera le plus agré dessus ton âne. Et nous en allons d'ici, devant que la nuit vienne et nous surprenne en ce désert. Pourtant, je vous ai ouï dire, dit Panza, qu'il est fort ordinaire aux chevaliers errants de dormir aux campagnes et déserts la plupart de l'année, et qu'ils le réputent à très grand bonheur. Cela arrive, dit Don Quichotte, quand ils ne peuvent faire autre chose, ou quand ils sont amoureux, et cela est si véritable qu'il y a eu tel chevalier errant qui s'est tenu sur une roche, au soleil et à l'ombre et aux inclémences du ciel, 2 ans durant, sans que sa maîtresse en sût rien.
Et l'un de ceux-là fut Amadis, lorsque, se faisant appeler le beau ténébreux, il se logea en la roche pauvre. Je ne sais si ce fut l'espace de 8 ans ou de 8 mois. Je ne suis plus très sûr du compte. C'est assez qu'il fût là à faire pénitence pour je ne sais quel déplaisir que lui avait fait sa dame Oriane. Mais laissons cela, Sancho, et te dépêche, devant qu'il arrive quelque autre mésaventure à l'âne comme il l'a fait à Rocinante. Ce serait bien le diable, dit Sancho, et en jetant 30 aïe, 60 soupirs, et 6 vins, au gré de nous, et autant de... Je renie ce qui m'a amené ici. Il se leva, demeurant tout courbé, et à la moitié du chemin, comme un arc turquois sans pouvoir venir à bout de se redresser, et avec toute cette peine, il harnacha son âne, lequel aussi avait quelque peu profité de la trop grande liberté de ce jour-là. Il leva ensuite Rocinante, lequel, s'il eût eu langue pour se pouvoir plaindre, assurément, ni Sancho ni son maître ne lui en eussent rien dû. Enfin, Sancho accommoda Don Quichotte sur l'âne, attacha Rocinante à la queue, dit celui, et prenant l'âne par le licou, s'achemina à peu près vers le lieu où il lui sembla que pouvait être le grand chemin. Et la fortune, qui conduisait ces choses de bien en mieux, le lui fit trouver avant une petite lieue. Y étant parvenu, il découvrit une hôtellerie qui, en dépit de ce qu'il en eut et au gré de Don Quichotte, devait être un château. Sancho s'opiniâtrait que c'était une hôtellerie, et son maître que non, mais un château. Et dura leur débat si longtemps qu'avant de l'achever, ils eurent loisir d'y arriver, et Sancho entra dedans avec toute sa caravane, sans s'informer davantage. Et nous voilà de retour à l'auberge, la fameuse auberge. Ce sera demain, le chapitre 16. On continue, vite la suite. Et si vous trouvez quelque part le Don Quichotte de Pietro Citati, chez l'arpenteur Gallimard, waouh! C'est comme si on reprenait ce qu'on croit savoir de Don Quichotte, et puis que tout d'un coup, il y a tout un tas de petites finesses, de choses comme de la poussière qu'il lance, là, qui prend relief sur les noms, sur l'imaginaire. Formidable bouquin. Et je crois que c'est ça qui nous aide, cette communauté de celles et ceux qui doivent à Cervantes pour ce fabuleux Don Quichotte, à tout âge de la vie.